Donc, Specific Polymers, donc on est un prestataire de services R&D et on est spécialisé dans la synthèse de monomères et de polymères. Donc, on a un projet qui s'appelle Marche. Notre but, c'était dans ce cadre de projet de faire une peinture anti-foudre. Alors, pourquoi une peinture anti-foudre? Parce que vous savez, depuis quelques décennies, les avions qui étaient autrefois en titane sont de plus en plus en composite. Alors, c'est vraiment dans une problématique d'allègement des structures pour éviter de moins consommer, donc une approche verte. Le problème, c'est que les composites, c'est isolant et on sait que les avions prennent la foudre plusieurs fois par an lors des vols. Et quand c'était en titane, il n'y avait pas de problème, mais quand c'est sur composite, ça crée des impacts très importants parce que la foudre ne diffuse pas. Donc là, toute la difficulté, et c'était un petit peu la première question en data science, c'était comment faire pour combiner une haute conductivité et des bonnes propriétés. Alors souvent, ça ne va pas ensemble, parce qu'augmenter la conductivité, ça veut dire mettre un taux de charge très important, et plus on met des charges, plus on fragilise notre vêtement et on a des problèmes de cohésion et on va perdre sur les autres propriétés. Lors du projet, on a initié tout d'abord par quelque chose qui se rapproche donc du numérique et du sujet d'aujourd'hui, qui est la modélisation. Donc en fait, la modélisation, notre but, c'est d'en servir comme un moyen de prédiction. C'est-à-dire, avant de faire des données, ça serait déjà de modéliser nos systèmes et nous dire dès le début, ne faites pas toutes ces formulations, allez déjà sur ce type de formulation, c'est ce qui marchera le mieux. Et donc, ensuite, la data science, pourquoi on s'y intéressait? Et donc là, c'était plutôt en aval de nos données, alors que la modélisation, c'est plutôt en amont. Ça a été qu'au bout de 2 ans et demi de ce projet, on a réalisé un grand nombre de formulations. Alors pour nous, c'est beaucoup. On a fait plus de 439 formulations, c'est énorme. Pour la data science, c'est pas beaucoup. Donc là, on a déjà un biais entre nos deux domaines. Et tout ça avec plus de 68 paramètres qui changeaient selon les formulations. Lorsqu'on a eu les 10 premières lignes, on est capable de voir des corrélations, de se dire, bon, voilà, si on augmente ça, ça améliore la conductivité, si on baisse ça, par contre, c'est pas bon. Mais quand il y a 439 lignes et 68 paramètres, notre cerveau humain, il commence un petit peu à avoir des soucis, à tout comprendre, à tout voir. Et c'est là où la data science nous a paru une solution. Donc voilà, c'est quelque chose qui était très nouveau chez nous à Specific Polymers. On n'a jamais fait encore, nous, de data science. C'était une première expérience. Et donc, on a sollicité donc, Adelia pour nous aider à identifier, à partir de ce set de données, donc les paramètres les plus influents sur la conductivité. Donc, des paramètres qui étaient variés, qui pouvaient être liés à la formulation, les proportions, la nature chimique, mais également à la méthode de mélange, les temps de cuisson, la méthode de dépôt. Donc, vraiment un grand nombre de paramètres. Donc, au tout début, et c'est vrai qu'il y a tout un travail un petit peu de traduction entre nos deux domaines qui a été fait, où nous, on souhaitait un petit peu le Graal, c'est-à-dire qu'on nous dise les paramètres qui permettent à la fois d'obtenir une haute conductivité et en même temps toutes les propriétés de résistance chimique, résistance mécanique. Or, en fait, les quelques données qu'on avait sur la partie mécanique étaient insuffisantes et donc on n'en avait que peut-être une vingtaine. Et donc, on se rend compte que là, on n'était pas suffisamment avancé, nous, en termes expérimentaux, pour le considérer en data science. Donc, on s'est concentré sur la conductivité, qui est vraiment pour nous le point clé pour avoir cette propriété d'antifoudre. Donc, comme l'a expliqué Sophie, on a modélisé, enfin, ils ont modélisé 4 données de sortie. Donc, les 3 données d'homogénéité sont fondamentales pour nous. Parce qu'on peut avoir une formulation qui conduit, mais si la formulation sédimente, ou si on dépose et il y a plein de défauts, ou si on mesure, il n'y a pas la conductivité pareil au même endroit, on ne va jamais passer les spécifications en fait, de nos clients. Donc ça, c'était fondamental. Et donc là, les modèles ont plutôt bien fonctionné. Par contre, pour la conductivité électrique, des retours qu'ont pu faire Sophie et Magali, ça a été plus compliqué. Et en effet, le problème, c'est qu'on avait ici un échantillon de données très déséquilibré. Donc, on a dû refaire un petit peu de données avec, on va dire, notre recul, et on était capable de mieux faire fonctionner nos formulations.
ce qui a permis finalement de déterminer 5 facteurs principaux d'influence. Donc ça, c'était une première étape et c'était déjà très important parce qu'on venait de 68 facteurs et on resserrait donc à 5 facteurs, ce qui nous permettait un petit peu voilà, de moins nous perdre, nous, en expérimental, à tester plein de choses différentes. On a voulu aller plus loin et pour nous, on voulait un petit peu la recette miracle de quelle serait la formulation optimale pour avoir une conductivité maximale tout en ayant les homogénéités dont on a parlé précédemment. Donc pour ça, il y a eu l'étape suivante qu'a réalisée Adélia, donc pareil qui a été expliqué, de simulation sous contrainte et optimisation multicritère, qui a permis en fait de nous donner 2 formulations optimales. Et ce qui était donc intéressant quand on nous a montré donc ces formulations, c'est de voir que par rapport à la formulation que nous, on avait mis en place, qu'on avait optimisée au laboratoire, il y avait des paramètres qui changeaient, mais au début, c'était soit des facteurs qu'on n'aurait pas forcément pensé, ou dans des proportions qui nous pensaient pas vraiment, on ne pensait pas que ça allait être si impactant, c'était quelques pourcents ou quelques minutes de mélange. Et en fait, quand on a réalisé des premiers essais au laboratoire pour voir ce que ça donnait, on a vu un très fort impact sur la conductivité. Et donc, ça a bien montré qu'à partir de tout ce travail de data science, on a pu mettre le doigt sur des corrélations de paramètres qui avait vraiment une conséquence sur la conductivité. Un petit peu pour conclure et redonner un petit peu mon ressenti et celui du coup de l'ingénieur avec qui j'ai réalisé ce projet, donc Antoine Suti, ça nous a remis en question beaucoup notre façon de travailler et d'appréhender la recherche expérimentale. Et on se rend compte que pour faire de la data science, on a peut-être un manque de robustesse de l'acquisition de données au laboratoire. Actuellement, par exemple, on n'avait pas forcément noté dans nos fiches de manip certains paramètres qui auraient pu être influents, par exemple, je ne sais pas, la taille des contenants. Alors nous, c'est des choses qui ne nous paraissent pas importantes, mais qui pourraient jouer un rôle. Et donc, on n'a pas pu, au moment où on a redonné toutes les données, se rappeler qu'en 2019, on avait travaillé avec tel pot ou il y avait telle température dans le laboratoire. Donc, ça nous fait aussi réfléchir sur peut-être être plus, comment dire, avoir un aspect peut-être plus objectif, prendre plus de recul sur des paramètres qui pourraient jouer. Après, il y a la répétabilité, et comme a pu le montrer Sophie, des fois, on a pu refaire des mêmes manipulations, et ce qui peut être un peu déroutant pour la data science, c'est qu'on n'a pas forcément les mêmes résultats. Également, l'influence de l'opérateur, comme je disais, on était sur deux laboratoires différents, et ça peut également jouer fortement. Et puis, tout bêtement, l'erreur de saisie. C'est-à-dire que nous, sur ces 2 ans et demi, on avait fait des fiches de manipulation, des cahiers de laboratoire, comme on dit. Et après, il a fallu rechercher dans chaque cahier les proportions, l'ordre d'addition, les temps de mélange. Et donc, retracer ça dans un tableur Excel. Et donc, bien sûr, l'erreur est humaine. Et sur ce type de façon de travailler, on peut amener des erreurs de saisie. Donc voilà, ça, c'est un peu les points qu'on a pu mettre en évidence et qui peuvent être limitants, mais finalement, qui peuvent être aussi résolus et appréhendés d'une autre manière si on souhaite continuer ce travail de data science. Et je pense que pour nous, ça peut être très intéressant, en tout cas sur certains projets. Et enfin, pour finir un petit peu sur les perspectives par rapport à tout cela, c'est mieux planifier. C'est-à-dire que là, on a initié la data science dans le cadre de ce projet, aux 3/4 du projet, où on avait déjà le temps d'avoir en fait toutes les données pour faire de la data science. On avait déjà une formulation qui était pas mal, on va dire, expérimentalement. Et donc, peut-être initier la data science un petit peu plus tôt dans les projets, de manière à pouvoir plus s'appuyer sur les données qu'on en sort pour aller sur une phase d'optimisation, et du coup faire l'optimisation non pas par le biais de l'expérimentation, mais plutôt en se posant sur ce qui a pu être mis en évidence par la data science.